Bonjour et bienvenue sur la formation autour des bases de Python. On continue avec la deuxième partie des fonctions. On commence. En programmation, nous voudrons souvent récupérer le résultat d'une fonction afin de l'utiliser dans le reste de notre script. Pour cela, il va falloir qu'on demande à notre fonction de retourner le résultat de ses opérations. Nous allons pouvoir faire cela en Python grâce à l'instruction return. On va ici faire un exemple de calcul de somme. Donc je viens ici, je mets le mot réservé def suivi du nom de ma fonction et des paramètres, par exemple x, y et z. D'accord? Donc j'aimerais faire la somme de ces trois nombres. Donc je viens là et je mets return x plus y plus z. D'accord? Donc ici, pour tester notre fonction, on met d'abord, il y a deux façons, soit directement, je mets le résultat à l'intérieur de la fonction prédéfinie print, puis après, voilà, donc il sera affiché automatiquement, ou bien je stocke le résultat à l'intérieur d'une variable, puis j'affiche cette variable. Donc, on va procéder avec la deuxième façon. Je mets par exemple ici, result. Result est égal, donc somme de 20 et de 70 et de 10, la somme ça donne 100. Et par la suite, je mets un print pour afficher le résultat. Une fonction ne peut retourner qu'une donnée à la fois. Cependant, Python met à notre disposition des types de données composites comme les listes ou les tuples par exemple. On va donc pouvoir utiliser return pour faire retourner plusieurs valeurs à la fois à nos fonctions ou pour être tout à fait exact pour leur faire retourner une donnée composite. Pour illustrer cela, nous allons créer une fonction qui s'appelle compare à titre d'exemple qui fait la comparaison de deux variables. Et suivant la comparaison, nous allons retourner le résultat. Donc, on va faire un test if x est supérieur ou égal à y. Donc ici, on va retourner x qui est le plus grand, ensuite y. On va faire ici un espace. On vient pour continuer else return y, ensuite x. Donc ici, pour faire appel à notre fonction, donc il suffit de lui donner deux valeurs. Ok. Donc ici, ça s'appelle déjà compare et on lui donne 20 et 70. Normalement, ça devrait retourner le y qui est le plus grand, 70, ensuite le 20. Il faut faire attention à l'instruction return qui a comme rôle de terminer l'exécution d'une fonction. Elle est placée généralement en fin de fonction et joue le rôle d'un break, c'est-à-dire que le code qui sera placé derrière l'instruction return ne sera jamais lu ni exécuté. Afin de s'assurer du type de retour, on met tout simplement ici type, la fonction prédéfinie que nous avons déjà vue. Et voilà pour avoir le type de notre résultat composite, qui est un tuple. Une fonction peut également s'appeler elle-même dans son exécution. C'est ce qu'on appelle la récursivité. Lorsqu'on définit une fonction récursive, il faudra toujours faire bien attention à fournir une condition qui sera fausse à un moment ou l'autre, au risque que la fonction s'appelle à l'infini. L'exemple le plus connu pour une fonction récursive, par excellence, c'est le factoriel que nous avons déjà vu sur les bases de PHP. Tout d'abord, on va faire un petit rappel sur les nombres factoriels. Donc ici, le factoriel de 5, c'est égal à 5 fois le nombre qui précède le 4 fois le nombre qui précède, alors c'est 3. Donc 3 moins 1, c'est 2 et fois 1.
Alors, il faudrait souligner que le factoriel ne concerne que les entiers qui sont positifs. D'accord? Donc, voilà, ça donne 5 fois 4, c'est 20. 20 fois 3, c'est 60. Et fois 2, c'est 120. D'accord? C'est ça le calcul du factoriel. Si on aimerait l'illustrer par une fonction. Donc, ici, on va le mettre sous forme de commentaire juste pour voir la procédure qu'on va suivre par la suite. Donc ici, je fais def et j'utilise par exemple comme nom de la fonction, c'est fact. Ok, donc ici, on doit lui fournir un paramètre qui est le nombre afin de lui calculer le factoriel. Donc supposons qu'il s'appelle le x. D'accord? Donc je viens ici, on va mettre return. Ok, le factoriel de x, c'est le x d'abord. Comme vous voyez ici, le factoriel de 5, c'est le 5 d'abord multiplié par ce qui précède. D'accord? Moins 1. Donc ici, multiplié par. Alors, pour faire appel à la fonction elle-même, on va faire factoriel de x moins 1. Alors, essayons de faire ça. Juste un petit test comme ça, un jeu d'essai. Donc, si on met ici le 5, ça va retourner, c'est le 5 multiplié par factoriel 5 moins 1. Alors, 5 moins 1, c'est 4. Donc, ici, on a fait un appel à la fonction elle-même. Juste pour savoir qu'à ce niveau, nous n'avons pas encore quitté le return. D'accord? Nous sommes toujours à la ligne 4. Parce que à chaque fois, la fonction va faire l'appel d'elle-même. D'accord? Donc, alors, factoriel de 4, on va remplacer x par 4. Ça va donner, c'est 5 fois 4 fois factoriel de 3. Je remplace le factoriel de 3 par sa valeur, ça donne fois 3 fois factoriel de 2. Ensuite, on va remplacer le factoriel de 2 par sa valeur, ça va donner fois 1 fois factoriel de 2 moins 1, ça donne 1. Alors, on continue toujours. Donc, alors, factoriel de 2, non. Factoriel de 2, c'est 2 fois factoriel de 1. D'accord? Donc, ici, on va continuer. Fois 3, fois 2, fois 1, fois factoriel de 1 moins 1, c'est 0. Je continue. Donc, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 fois 0 fois factoriel de moins 1. C'est 1, c'est 0 moins 1, ça donne moins 1. Alors ici, il y a un problème. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout ce qui sera multiplié par le 0, ça va donner un 0. Alors ici, il y a un cas particulier à traiter ça doit être traité par notre fonction. D'accord? Déjà, comme on a dit, on n'a pas besoin d'avoir des nombres négatifs puisque le factoriel ne traite que les nombres positifs, ça d'une part. Et d'autre part, le factoriel de 0, ça donne 1. D'accord? Et on doit se limiter à ce niveau. Donc ici, pour faire cela, on doit ajouter une condition sur notre fonction qui concerne les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 1. À ce moment-là, on va faire un return de 1, tout simplement. D'accord? Sinon, si tout marche bien, pour les autres cas, en général, ça devrait retourner le nombre multiplié par son factoriel. D'accord? Donc, si on est arrivé à ce niveau, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, ça va être la limite. Donc c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 et on va faire appel au factoriel de 1. Alors, toujours lorsqu'il va faire appel au factoriel 1, on va revenir vers la définition de notre fonction. Il va tester, il va trouver que le 1 est inférieur ou égal à 1 et du coup, il va retourner un 1. Et comme on a dit, il faudrait faire gaffe.
si on exécute alors l'instruction return, ça va retourner le résultat et faire un break par la suite. Ce n'est pas le même cas ici. Pourquoi? Parce que à chaque fois, on faisait l'appel à la fonction. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas eu de break. Par contre, ici, ça va retourner un 1. Donc, à la place ici, ça va retourner un 1. Et on va faire un break pour sortir de la fonction. J'espère que vous avez très bien compris la procédure qu'on a suivie afin d'aboutir au bon résultat. Donc ici, on va faire appel à notre fonction et on va mettre factoriel de 5 par exemple, qu'on a déjà calculé, et ça va donner par la suite 120. En Python, les fonctions sans instruction return renvoient une valeur qui est none. La valeur none est une valeur qui correspond justement à l'absence de valeur. Illustrons ça dans un exemple. Si j'ai par exemple ma fonction qui s'appelle affichage et qui est concernée par l'affichage des messages, par exemple, je mets ici un print hello Python. D'accord, on va faire un salut à Python. Donc ici, pour faire appel à ma fonction, déjà, le fait d'utiliser print, ça ne sert que pour faire un affichage. C'est comme si j'ai écrit ici un return comme ça. D'accord? C'est-à-dire, il n'y a rien à retourner. C'est print qui a fait l'affichage, rien de plus. On ne retourne rien. Pour déjà faire l'appel, on n'utilise pas de print puisque c'est déjà utilisé par notre fonction. Il suffit d'appeler ma fonction elle-même sans faire de print, comme on a dit. Donc, et ça va afficher le message sur la console. C'est ce qu'on a vu la vidéo précédente. Essayons d'afficher le type de retour de notre fonction. Donc ici, on va mettre la fonction prédéfinie type, d'accord? Et on va mettre print pour qu'elle nous renvoie le type sur la console. Donc, qui est le non-type que nous avons dit. Alors, c'est pareil à faire cela. Return print. Donc, c'est pareil. C'est pareil à ça. Donc, voilà. Ça donne un non-type. D'accord? Donc, c'est-à-dire le type non. Donc, ici, si par exemple, je vais enlever le print qui réalise l'affichage et à la place, je vais mettre un return. Alors là, c'est différent. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une fonction qui retourne une chaîne de caractères. D'accord? À ce moment-là, le type attendu sera le type string. OK? Donc, voyons ça. Le terme de portée des variables sert à désigner les différents espaces dans le script dans lesquels une variable est accessible, c'est-à-dire utilisable. En Python, une variable peut avoir une portée locale ou une portée globale. Une variable locale se trouve à l'intérieur de la fonction et là, comme durée de vie, c'est la durée de vie de la fonction qu'elle appelle. D'accord? Donc, essayons de créer ici une fonction qui a une variable locale. Supposons que je l'appelle mon cours ici. D'accord? Donc, ici, on va créer une variable locale qui s'appelle cours et qui a comme valeur Python. Donc, ici, on va faire un return du cours. Ça marche? Donc, pour appeler ma fonction, je peux mettre un print comme on a vu et ici, j'appelle ma fonction avec des parenthèses bien sûr. D'accord? Elle n'est pas paramétrée. Elle va afficher sur la console Python. Par contre, ici, j'aimerais faire l'appel de ma variable locale qui se trouve à l'intérieur de la fonction
j'aimerais l'appeler dans l'espace en dehors de la fonction et je vais mettre ici un print et faire appel à cours. D'accord? Donc déjà, c'est souligné, ce qui veut dire qu'il y a un problème. C'est écrit is not defined. D'accord? Du coup, on ne pourra pas faire appel à une variable locale en dehors de la fonction qu'elle a créée. D'accord? Donc, puisque ici, ma variable locale, elle est à l'intérieur de la fonction mon cours, je pourrais l'utiliser à l'intérieur. Si je l'appelle à l'extérieur de ma fonction, ça provoquera une erreur qui dit que cette variable n'est pas définie dans l'espace qui est global. Il est tout à fait possible de l'utiliser comme paramètre pour dire qu'elle est aussi, c'est une variable qui est définie dans l'espace local. Il s'agit d'une variable locale. D'accord? Donc ici, je vais mettre x et je vais mettre Python. Ça donne la même chose. Donc il s'agit ici d'une variable locale. Une variable globale est une variable qui est définie à l'extérieur de la fonction. Alors l'extérieur se trouve dans cet espace et dans celui-là. Ça s'appelle l'espace global. Donc si j'aimerais créer par exemple une variable qui s'appelle domaine et qui a comme valeur informatique. D'accord? Si j'aimerais afficher ma variable globale, il est tout à fait possible de le faire et de l'appeler à l'intérieur d'une fonction sans aucun problème. D'accord? Je viens ici pour tester, je mets print et mon cours et je donne la valeur de ma variable locale, c'est Python. Notez que la durée de vie d'une variable globale est la durée de vie de tout le script et non pas de la fonction comme on a dit pour la variable locale. Donc ici, si j'aimerais redéfinir ma variable globale à l'intérieur de ma fonction, il faudrait rajouter le mot réservé global et suivi du nom de ma variable. D'accord? Je viens ici, par exemple, je mets domaine est égal science. D'accord? Donc, tout simplement, la valeur de science va remplacer la valeur de l'informatique à l'intérieur et à l'extérieur de ma fonction. Supposons maintenant que j'aimerais afficher juste ici la valeur de ma variable globale. Il est possible de le faire et ça va donner la valeur science. Essayons maintenant de créer une deuxième fonction afin de prendre la dernière valeur enregistrée sur la variable globale et de la redéfinir une seconde fois. Donc, on va essayer de copier cette fonction et de la coller. On va faire ici mon cours S1 par exemple, le semestre 1 et mon cours S2. Alors ici, dans le S2, on va faire le domaine écho. On va changer notre variable globale S1 et qu'on lui donne comme variable locale Python. Et la deuxième, ça va concerner le S2 et on va lui donner comme valeur, par exemple, la comptabilité. Écho. Et ce qui va être affiché, c'est la dernière valeur qui a été enregistrée sur la variable globale qui est le domaine écho. Donc ici, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons défini une variable globale et on l'a appelée à l'intérieur de la première fonction, on l'a redéfinie une première fois et on l'a appelée ici sur une deuxième fonction et on l'a redéfinie pour une seconde fois. Et
elle va afficher la dernière valeur qui est stockée. La durée de vie, c'est la durée de vie de tout le script comme on a dit déjà. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire pour la prochaine vidéo. Donc, on envisage vous faire découvrir les fonctions utiles en Python. Et jusque là, je vous dis à bientôt.